essayer de reprendre le fil qui nous a conduits depuis samedi matin, histoire que vous vous y retrouviez un peu, puis moi aussi d'ailleurs. On est parti de la question de l'exclusion du sujet par la science, par la psychanalyse, et spécialement par Lacan, et de sa réintroduction. Enfin, il se réintroduit tout seul, dans le nom des enfants, par exemple, et dans les rêves, essentiellement, où il apparaît sous un tas de formes. D'une part, les formes construites, comme les maisons, les châteaux, d'autre part, comme les engins de construction, mais également tout ce qui sert à enregistrer, hein, appareil photo, caméra, ordinateur, etc. Théâtre, cinéma, tout ce qui fait allusion à une représentation. Tout ce qui n'est pas réalité directe, mais représentation. Alors, il est clair que nous n'avons pas accès nous-mêmes à une réalité directe. Nos sens de la perception ont accès à cette réalité. Mais, et ça s'inscrit, ça s'enregistre dans notre mémoire. C'est ce que j'avais appelé le réel, c'est ce que je découvre dans mes rêves, qui est ce que dans mes rêves je ne peux pas décrire. Ou que je ne peux décrire que comme il y a un tas d'objets, ou il y a une foule de gens, et rien ne... Aucun objet, aucune personne ne se détache de l'ensemble. Ce qui permet de détacher quelque chose de l'ensemble, ben c'est l'encodage des perceptions, encodage par le symbolique. Et le symbolique, c'est quoi? C'est le trou. Le trou qu'on met autour. Le trou qu'on met autour d'un quelque chose, parce qu'on aime bien ce quelque chose. C'est différent de tout le reste qui nous est plus ou moins indifférent. J'appelle ça un trou parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait cette découpe. On l'a vu dans la théorie de la rondelle. Et cette découpe, avais-je dit, ben c'est le sentiment, parce qu'effectivement, ce que je retiens, ce que je détache de l'environnement, c'est ce que j'aime. Ou ce que je hais, d'ailleurs, puisque l'amour et la haine sont les deux faces de la même pièce de monnaie, ou rondelle. Donc j'en viens à cette équivalence entre le symbolique et l'affect, c'est-à-dire les sentiments. Le symbolique, ce n'est pas un dictionnaire de correspondance. Le drapeau français, ça représente la République française. Le lion, ça représente l'Empire britannique. L'aigle, ça représente la République fédérale allemande. Bien sûr, ça existe, ces correspondances-là existent. De même que dans les rêves, on peut trouver comme ça des catalogues de correspondances, à condition de ne pas les tenir pour un dictionnaire et de laisser toujours le sujet qui a rêvé s'exprimer sur la signification qu'il accorde à ses propres symboles. Même si ses propres symboles rejoignent des symboles universels, comme je viens de le dire, tout ce qui est représentation, caméra, ordinateur, théâtre, cinéma, etc., qui font que je me trouve, par ce fabricant de représentation, une représentation de moi, sujet, étant donné que je suis le sujet qui se représente. Et c'est vachement important, par opposition à la théorie lacanienne, qui dit que le sujet est un produit du langage. Et là, on voit bien à travers les rêves que le sujet se représentant comme celui qui produit, c'est tout à fait autre chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient de mes rêves et que je n'ai pas lu dans aucun bouquin. Au contraire, j'ai été nourri au lait de la pensée de Lacan, qui disait sans arrêt
le sujet est un produit du langage, il est parlé. Donc mes rêves ont apporté un démenti à cette formulation. Donc, équivalence du symbolique et des sentiments, mais équivalence aussi du symbolique, des sentiments et de la pulsion de mort dont j'ai parlé hier, puisque la représentation, c'est le forda, c'est le fait de jeter les objets au loin pour n'en retenir que leur représentation. Il s'agit de détruire, de cacher l'objet, qui n'est pas encore un objet justement, mais pour en retenir dans sa mémoire une représentation. Et il peut en être de même pour moi, c'est-à-dire que pour obtenir une représentation de moi qui me convienne, je peux me mettre en danger, et ça peut aller jusqu'à la mort. C'est l'histoire d'Antigone que j'ai rappelée hier. Donc ce n'est pas une pulsion de mort dont le but est la pure destruction, c'est une pulsion de mort dont le but est de fabriquer des représentations, quitte à en crever comme sujet, enfin comme corps plutôt, mais le sujet, lui, il s'en trouve renforcé. Cette affaire du trou autour des objets ou autour des personnes, du trou qu'occasionne le sentiment, ça me troue si j'aime telle personne, c'est-à-dire elle me manque. Il s'agit bien d'un manque et de pas de n'importe quel trou. Un trou, c'est un manque, mais il peut y avoir des trous qui sont, vous savez, une petite excavation dans une surface. Ça, c'est pas un trou, c'est juste une dépression dans une surface. J'ai une association qui me vient quand je t'entends sur la question de quand je suis amoureux, ça me troue. Moi, j'ai tendance à dire que quand je suis avec mon amoureux, je me sens complète. Ce qui, du coup, comme le négatif de la photo, vient montrer que j'avais un manque et que c'est parce qu'il y a un autre qui est là que je suis complète. Aussi là, je le vois, le trou, qui pour le coup est comblé. Mais il apparaît à cet endroit-là aussi. Yes. Voilà. Et donc je rappelle, parce que c'est important, cette histoire de la représentation du sexe féminin, dont Freud avait dit il n'y a pas de représentation du sexe féminin dans l'inconscient, à quoi Lacan avait renchéri en disant la femme n'existe pas. Et donc on a fait défiler hier tout un tas de représentations du sexe féminin qui montrent que dans la société il y en a, mais dans l'inconscient aussi. Mais cette représentation dans l'inconscient, c'est la castration, ce qui fait qu'elle est refoulée. Ce n'est pas qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle est refoulée. C'est une distinction très importante. Et ce qui amène la psychanalyse lacanienne à s'orienter sur le réel, comme quoi le réel, ça serait la cause du désir, ça serait la cause de l'angoisse, etc. Le réel dont je disais tout à l'heure, c'est la trace des perceptions, simplement. Ce qui est confondre l'absence de représentation avec une représentation refoulée. C'est mettre à la place du conflit entre les représentations le fait qu'il n'y aurait pas de représentation. Et ça amène des gens à se focaliser sur cette question du réel. Par exemple, Colette Solaire qui écrit tout un bouquin qui s'intitule « L'inconscient réel ». Bon, on voit bien qu'elle n'a pas été cherchée dans ses rêves. Elle aurait trouvé la même chose que moi, je pense. Au lieu de ça, elle cherche dans Lacan et elle se fait le perroquet de Lacan. Et voilà. Ça me fait penser à un rêve, ce que tu dis là sur le réel. Et c'est un rêve très court. Je suis en ville, je vais faire des courses. Je traverse le marché couvert. Il y a plein de trucs, mais je ne peux pas les décrire. Enfin, c'est des espèces
je sais même pas, c'est des tas de sacs poubelles, d'objets, de trucs comme ça. Je me sens plutôt posée et tranquille. J'arrive quand même à l'étal du marchand. Je prends ce que je dois acheter, je vais pour rentrer. Et là, du coup, le rêve commence à devenir inquiétant. Et je me sens poursuivie. Enfin, il faut que je vous dise, j'étais allée dans l'étal du poisson, en fait. J'ai pris des poissons avant de partir. Et là, je vais pour rentrer chez moi. Et en rentrant chez moi, je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui m'a suivie, donc je vais me cacher pour éviter de me faire tuer, parce que je risque ma vie, dans une espèce de petite boîte, une petite étagère. Et je vois que les gens vont arriver, donc je ressors de ma petite étagère pour aller un peu plus loin dans une pièce encore derrière. Et là, c'est une pièce qui n'est pas à moi, je suis entrée chez quelqu'un. C'est vieux, il y a un cendrier avec des mégots qui sont écrasés dedans. Il y a des photos des années entre 40 et 70 avec des gens. Il y a une photo d'un mec avec une moustache. Et je suis super flippée parce que je sais que si les gens me trouvent, ils vont me tuer. Et le rêve s'arrête là. Je reprends du coup hier aussi ce qu'on s'est dit sur la question de la bande de mes bus. Et là, je vais du coup travailler à cet endroit-là. De la torsion où en analysant ça va reswitcher, je vais pouvoir comprendre qui est quoi dedans. Alors en analysant les espèces de trucs qui me font pas peur, que je peux pas décrire, pour le coup pour moi c'est du réel. Ça c'est des tas de trucs comme les copeaux dont je vous parlais hier dans mon image du sculpteur sur bois. Voilà, il reste des trucs mais ils sont là. Je suis pas très inquiète, c'est pas là que l'inquiétude arrive. L'inquiétude, elle arrive dans un second temps. Alors, je vais commencer par la fin du rêve dans l'analyse. Je finis dans un appartement qui, a priori, n'est pas le mien. Mais j'ai souvent rêvé d'appartements avec plein de pièces qui se succèdent. Et en fait, c'est une représentation de mon inconscient. Avec le fait que j'ouvre des portes, puis que je vais regarder. Puis des fois, c'est crade, puis des fois, c'est joli. Et ça se succède comme ça, et ça va à l'infini. Et cette dernière pièce où j'entre, le mec à moustache, il me fait penser à mon père, tout simplement. Il fumait des clopes quand j'étais gamine, et dans le rêve, j'ai l'odeur du tabac qui revient. Et là, avec l'histoire du poisson avant, je mets en représentation un acte sexuel, pour le coup, avec mon papa, dans ce rêve-là. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est la castration qui me fait flipper. Le poisson, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'un truc qui pourrait partir aussi tout seul. C'est l'équivalent de l'oiseau dans le zizi qui, comme ça, dans mon imaginaire, est parti parce que je n'en ai pas. Je rappelle que je sais comment je suis constituée, que je suis une femme, que je me considère en vie d'éveil complètement parfaite de ce point de vue-là, avec cette idée que pour l'inconscient, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas le même référentiel. Du coup, ça me fait penser aussi à la science, quand on parlait des physiciens qui, du coup, quand ils ont une loi dans un référentiel, parfois, quand le référentiel change, ça marche plus. Alors, ils vont rechercher quelque chose pour que ça marche. Et ça n'invalide pas forcément la première équation qu'ils ont trouvée. Donc ça, ça m'est venu en association quand tu en as parlé, tout simplement parce que dans ce rêve, j'ai retrouvé du réel, pas angoissant, et de la castration, où là, pour le coup, c'est super angoissant. Et c'est là où, dans mon rêve, je crains pour ma vie. Voilà, très belle illustration de ce que je racontais. Non, c'est pas une illustration. Non, c'est pas une illustration. Non, parce que c'est vraiment d'avoir eu des rêves comme les tiens, à de multiples reprises, que j'en suis venu à me dire, mais quand Lacan raconte que c'est le réel qui est angoissant, franchement, non, c'est à côté de la plaque. Combien de fois je me suis retrouvé, moi aussi, dans mes rêves, près d'un tas d'objets comme tu les décris, et effectivement, ça ne me provoque aucune angoisse. C'est ailleurs que ça se passe. Mais c'est parce que ça se passe dans le même rêve qu'éventuellement on peut confondre et croire que ça vient de là. Mais c'est pas... Bon, d'où le titre de mon dernier livre qui s'appelait
au bord du réel, à bord du réel, pardon, parce que la castration, ça se passe effectivement au bord du réel, mais ce n'est pas la même chose que le réel. D'où voilà le symbolique, le trou, la pulsion de mort, le sentiment. Donc y compris le sentiment d'angoisse, bien entendu. Dont on pourrait dire qu'il est la source de tous les autres sentiments, étant donné que c'est là que s'éprouve le manque. Et le sentiment d'amour, comme tu l'as décrit, rapport à ton amoureux, c'est qu'effectivement, quand on peut se sentir ne plus manquer, parce que quelque chose est venu boucher ce manque. Et c'est le sentiment, du coup, d'amour a remplacé l'angoisse. Bon, je ne veux pas parler à ta place, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas dans des coins. C'est clair. Bon, c'est la rondelle qui ne peut pas être autre chose que trouée. C'est ça. Rien ne complète jamais vraiment quelqu'un. Et je plus sois là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis amoureuse et que je dis que je me sens complète que j'ai pas, là cette semaine, quand on a préparé ce week-end, tous les matins avant de me remettre au boulot, j'avais le nœud au ventre, j'avais l'angoisse d'être filmée aujourd'hui, voilà. Et ça vient chercher cette angoisse de castration, de toute façon, quasiment à chaque fois. Enfin, pas quasiment, à chaque fois en fait. Donc on développera cet après-midi cette histoire des sentiments. Là, je voudrais revenir encore une fois sur la question du trou et des différentes façons dont il apparaît. Dans les rêves, en particulièrement, j'ai envie de vous en faire part parce que ça m'a épaté moi-même, quoi. J'allais dire, c'était pendant un week-end à la campagne et j'ai été épaté de campagne. Laisse tomber. Ouais. Hein? 1, 2. Oui. Donc, voici un rêve. Je suis une fille dans le métro. Dans la réalité, je ne fais jamais ça. Je suis une fille dans le métro, j'arrive dans les couloirs. Il y a 2 escaliers parallèles, séparés par une rambarde. Et dans l'une des moitiés, ou dans l'un des escaliers, il y a un électricien qui est là en train de réparer le trolley d'un trolleybus. Alors je passe par là en essayant de me faufiler entre l'électricien et le mur. Mais du coup, ça le défrise que je l'ai frôlé. Et il me provoque. Et on commence à se bagarrer. Mais mollement. C'est comme si on était au ralenti. Et on ne se donne pas vraiment des coups. Mais finalement, j'arrive à le bloquer avec une prise d'aïkido. Où il est devant moi, comme ça, je le maintiens avec sa tête dans mon coude, comme ça, et je lui enfonce mon genou dans les fesses. Et j'ai très nettement le sentiment que ça lui donne du plaisir. Là-dessus, je prends le métro, puisque je suis dans le métro, et d'ailleurs je suis avec tout un groupe, et au terminus, on sort du métro, et on se retrouve dans un endroit quasi désertique, genre Sahel, avec des maisons genre Sahel aussi qui sont éparpillées ça et là. J'ai le sentiment d'être en Afrique, quoi, vraiment. Et je suis complètement paumé. Alors ça, c'est une des versions du réel, dont on n'a encore pas parlé. Il y a la version d'état d'objet, il y a la version des foules, il y a la version un endroit que je ne reconnais absolument pas et dans lequel je suis complètement paumé. Je ne reconnais absolument pas, ça veut dire que rien ne peut se détacher de l'environnement qui pourrait faire panneau indicateur. Genre, vous êtes ici, comme on voit sur les panneaux des fois, avec donc l'environnement autour, là, que dalle. Si ce n'est cette vague idée que je serais en Afrique.
Et il y a là un vieux monsieur blanc, vieux, pas si vieux que ça, moins vieux que moi, qui a l'air d'un colon, genre habillé comme un colon, quoi. Alors je lui demande, mais où sommes-nous? Et il me répond, en rigolant vaguement, un nom à consonance africaine que j'ai complètement oublié. Peut-être quelque chose comme Nouakchott. Bon. Et à ce moment-là, on nous indique là où on va dormir, parce qu'il semblerait qu'on soit attendu. Et je vois dans une vallée, dans un paysage de collines, un certain nombre de choses qui sont des maisons, mais qui ressemblent à des lits à baldaquin. C'est comme si c'était des maisons, mais sans mur. Sans mur, sans fenêtre. Il y a juste un pied de lit, non, une tête de lit, et puis 2 colonnes qui tiennent un toit au bout, comme dans un lit à baldaquin, mais ça, c'est toute la maison. Et je me dis dans mon rêve, ah oui, bon, les maisons tropicales sont comme ça, c'est pour permettre les courants d'air. Bon, effectivement, je suis allé souvent au Brésil, en Chine, dans des endroits, en Thaïlande, dans des endroits tropicaux, où on trouve parfois, pas tout le temps, mais parfois des maisons comme ça, qui n'ont pas de fenêtres, mais qui ont des murs quand même, mais pour justement maintenir un courant d'air, afin de maintenir une température agréable. Alors, je vais commencer l'interprétation par la fin. C'est à la fois le pays du réel, mais au moment où je me rappelle où j'ai écrit le rêve, c'est passé un petit moment de refoulement comme j'en ai décrit hier, c'est-à-dire que ce qui m'est venu sous le clavier, c'est je me retrouve dans le continent noir. Et puis j'ai effacé le truc, j'ai remplacé par Afrique. Et puis après, je suis revenu dessus en me disant, mais oui, putain, continent noir. Freud parlait de la femme comme le continent noir. C'est resté dans ma mémoire, évidemment. Donc c'est ça. Ce métro m'a amené à la femme, avec un grand L. Au sens où ça pourrait ressembler à du réel, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de représentation. C'est le Sahel, je suis perdu, ok. En même temps, il y a un colon qui me donne une orientation en me disant où on est et en m'indiquant, c'est pas lui qui le fait, mais quand même comme c'est juste après, le lieu où je vais pouvoir dormir. Et là, c'est une représentation, je reconnais bien, c'est quelque chose comme soit une maison tropicale, soit un lit à baldaquin. Et là, je me suis dit, bah oui, quoi, c'est une maison trou qui n'a plus que les bords. C'est-à-dire que c'est une autre image de la femme, du sexe féminin plus exactement. C'est-à-dire de quelque chose qui manque. C'est pas qu'il n'y a pas de représentation, comme dans mon désert, c'est j'ai une représentation de ce qui manque. Puisque même dans mon rêve, je me dis, il manque les portes et les fenêtres. Et il manque les murs. C'est la même chose, je pense, que se disent les enfants quand ils découvrent la différence des sexes. Ils se disent, il manque quelque chose. Et même pas, il manque quelque chose. Il manque le zizi. C'est clairement formulé, mais comme ça suppose la castration, alors c'est tout de suite refoulé, de la même façon que j'ai tout de suite refoulé l'idée continent noir qui m'est venue. Alors je remonte à l'étape précédente, qui m'indique ce que je viens de dire là. Parce que dans ce métro, j'ai commencé par y aller en suivant une fille. Donc c'est ça l'idée. Je suis une fille parce que ce qui me pose question, ce qui continue à me poser question à l'âge que j'ai, c'est une fille, putain, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Et ce que je trouve, c'est un mec. Mais un mec qui fait quoi? C'est un électricien. Et je vous rappelle qu'on a dit hier que l'électricité, ça pouvait être une des représentations de la libido. Ce qui circule, ce qui donne l'énergie. Et justement, ça donne l'énergie au bus, par quoi? Par l'intermédiaire du trolley. Seulement là, dans mon rêve, il n'y a que le trolley, le bus, il n'est pas là.
Donc ça veut dire que c'est un phallus qui a été castré. Et ce type-là est en train de le réparer. Mais évidemment, il le répare, parce que c'est un mec. Donc lui, il a un zizi. Il peut donc réparer un zizi cassé, qui donc est le mien. Mais vous voyez par quelle contorsion le refoulement me fait passer, parce que franchement, en première analyse, moi, un trollet, vous savez, ça a 2 perches comme ça. Bon, 2 perches côte à côte, ça évoque pas une perche. Donc, pour moi, bon, il m'a fallu un bon moment avant d'admettre que oui, c'est l'idée que le bus n'était pas là et que le trollet était séparé, que j'ai été obligé d'admettre que oui, c'est bien du phallus dont il s'agit. Donc, du coup, je me récupère en faisant une bagarre plus ou moins dansée avec ce type-là, qui est une métaphore d'acte sexuel. C'est-à-dire une façon de se récupérer de la castration, c'est de ne pas avoir affaire à la castration, c'est-à-dire de tenter l'homosexualité. En effet, quand je lui enfonce mon genou dans les fesses, c'est très nettement une métaphore, ou plutôt une atténuation d'une sodomie, et je sens bien que ça lui donne du plaisir. Néanmoins, ça ne me suffit pas, puisque je reprends le métro et que je me dirige vers le continent noir, parce que c'est vraiment plutôt ça qui m'attire. Et les lits à baldaquin. Bon. Ce qui m'a surpris aussi, donc, c'est à la fois ce phallus représenté par le trollet, et de notre côté, ce sexe féminin représenté par cette absence de murs, portes et fenêtres. Parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. C'est vraiment comme si le manque avait envahi tout le corps de la maison. Ben oui, je suis obligé de reconnaître que c'est ça que ça fait. La dimension du manque, en quelque sorte. Et je me permets de réinsister là-dessus, c'est que le manque, c'est ça, c'est pas un trou comme tel, c'est parce qu'on imagine l'objet qui pourrait être à la place du trou. C'est comme ça qu'on peut dire ça manque. Alors, sauf dans le cas de l'angoisse, où le refoulement est tel qu'on n'a même plus de représentation de ce qui pourrait manquer, mais parce que c'est trop douloureux, parce que ça a été refoulé. Donc la seule chose qui reste, c'est le trou, c'est-à-dire l'angoisse, le sentiment d'angoisse. Et les gens qui sont angoissés vous disent, quand on leur demande « mais vous êtes angoissé par quoi ?» ben, ils répondent « je ne sais pas. C'est une sensation, là, ça ne va pas du tout, je suis angoissé. » À distinguer de la peur, parce que, puisque je parle du bus, on peut avoir peur du bus au moment où on traverse, tout d'un coup le bus arrive, on se recule, on a eu peur, parce qu'on sait de quoi on a peur. Mais quand on a refoulé l'objet de la peur, ben ça se transforme en angoisse. Alors ceci dit, les enfants, par exemple, trouvent très bien à s'en tirer en inventant ce qu'on appelle un objet phobique, c'est-à-dire ils ont peur du loup, ou ils ont peur du noir, où ils ont peur de l'homme qui serait caché sous le lit, ou de celui qui pourrait rentrer par la fenêtre, enfin, ou des dragons, des dinosaures. Il y a toutes les imaginations sont possibles, mais ils ont donc remplacé la représentation traumatisante, la castration, par un objet phobique. Alors c'est souvent effectivement le loup, un dragon ou un dinosaure, parce que ça a une grande bouche avec des grandes dents. C'est une image du vagin denté, c'est-à-dire de la castration. Moi, c'était des sorcières. Ben pourquoi pas? Quand je vous racontais hier que je me sentais complètement exclue du couple de mes parents quand j'allais au lit, mon lit était dans une chambre où il y avait une porte, une fenêtre, une porte, une porte. Et du coup, j'étais dans mon lit. Donc, il y avait déjà la phase où je me sentais expulsée. Puis après, il y avait la phase où j'étais toute seule et où il faisait nuit dehors. Il n'y avait pas de volet. Et il y avait un arbre en plus près qui bougeait près de la lampe de rue. Et là, j'y voyais des grands doigts de sorcière, justement. Et ma grande crainte, c'était que par une des ouvertures, une sorcière rentre et ne vienne couper tout membre qui dépasserait de mon lit. Donc je faisais bien le couvre-lit comme ça autour du couvre-lit pour être sûre que même en dormant, j'ai pas un bras qui parte comme ça, parce que le risque était beaucoup trop grand. Ça, c'était avant de m'endormir. Et après, j'en rêvais aussi. C'est-à-dire que j'avais cet entre-deux, encore à cette époque-là, qui m'arrive parfois, des fois, quand je me réveille le matin avec un rêve. C'est pas souvent super... Oh, quoi que si, des fois c'est agréable, mais...
ces zones, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où pendant 2 secondes, je ne sais pas si je dors ou si je dors pas. Enfin, il y a comme une continuité du rêve dans ma vie de veille sur ce petit temps-là. Et c'était dur, parce que ça me faisait peur. Et quand je me réveillais et que je refermais les yeux, pouf, ça recommençait. Avec cette crainte de découpe. Voilà, oui. C'est vachement clair ton truc. Je trouve. Ah bah oui. Non, il faisait sombre à l'époque. Ah ouais, Il faisait sombre pourtant dans la chambre à l'époque. ah oui, mais la peur de se faire couper un membre quand même. Ouais, c'est plutôt clair. Bon. Alors que tu es censé ne risquer rien. C'est C'est quelque ça. chose. C'est ça. Bon. Et dans mon rêve, tu vois, mais il est déjà coupé, moi. Alors, et je suis obligé de faire appel à un type pour réparer. Bon. Puisque tu fais allusion aux sorcières, j'en profite pour vous rappeler l'énorme hécatombe de femmes qui a eu lieu entre le XVIe et le XVIIIe siècle, des femmes qu'on avait accusées de sorcellerie. Il faut remarquer que les sorciers, il y en a eu quelques-uns, mais franchement, c'était une infime minorité. C'était les femmes le problème. Il y a un livre qui a été écrit par 2 moines bénédictins, je crois que c'était au XVe, mais c'est peut-être au XVIe, à moins que ce soit au XVIIe, j'ai oublié, peu importe. Dans ces périodes-là, ce bouquin s'intitule Le marteau des sorcières, c'est un bouquin épais comme ça, et qui indique par le menu toutes les tortures qu'on peut faire subir aux sorcières pour les faire avouer. J'ai retenu par exemple les suspendre au plafond par des ficelles, par le petit doigt. Il paraît que ça marche très fort. Non, mais parce que les tortures sont différentes selon les types de sorcières. Hein, parce qu'il faut toute une catégorisation complètement délirante. Mais bon. Enfin bref, ce qui indique que de toute façon, le problème, c'est les sorcières, pas les sorciers. C'est les femmes. Donc les mecs, à cette époque-là, trouvaient un moyen de se protéger de la castration en brûlant des femmes vives, en les torturant d'abord, de préférence, et ensuite en les brûlant, en espérant trouver comme ça une conjuration contre la castration. Bon, de l'autre côté, dans ces mêmes périodes, il y avait un culte de la Vierge Marie absolument délirant. Mais attention, il faut être vierge et issu d'une vierge. Parce qu'il faut rappeler ici que la Vierge Marie, elle est née sans péché, ça veut dire que déjà sa mère n'avait pas péché, c'est-à-dire n'avait pas commis l'acte sexuel. Il faut le faire. Et pour faire le Christ, il faut au moins 2 générations de vierges. Donc c'est vraiment l'acte sexuel, c'est-à-dire la confrontation des sexes qui est l'horreur. Il y a eu aussi pas mal de films, j'en parlais hier, assez récents, sur la question de la femme, des règles, du clitoris. Et je retiens celui de 28 jours, en tout cas c'est celui-là que je voulais vous parler aujourd'hui, où il y a toute cette histoire des règles et de la femme aussi, au cours des âges, où il y a des trucs que tu écoutes. Alors, moi je suis née en 83, donc il y avait déjà eu quand même pas mal d'avancées, quoiqu'il y en a encore des nouvelles maintenant, mais où il y a eu des époques où la femme, le sang des règles de la femme, c'était un truc trop fun, trop bien, trop... Et puis après, pouf, c'est devenu le démon. Et une femme, quand elle avait ses règles, elle devait aller dans un autre endroit, sortir de la maison pour aller à côté. Il y a des choses comme ça qui maintenant paraissent vraiment curieuses, mais avec le recul de l'analyse, en tout cas dans moi, comment la question du rapport entre les sexes apparaît dans mes rêves. Je parle pas forcément de rapport sexuel en tant que tel, mais de rapport au sens comparaison. Enfin, le là, pas là, le 0, le 1. Enfin, ça ne m'étonne pas, du coup, qu'il y a eu ces mouvements-là. Et l'hypothèse que je fais, c'est que quand l'accès à la symbolisation, enfin, à faire une représentation n'est pas là, bah, c'est souvent parce que ça refoule ou parce que ça ne veut pas faire le tour. Mais en tout cas, ça vient rejaillir dans la vie de veille. Ça vient en expression dans ce qu'on vit ensemble. Et quand il y a plusieurs individus qui vivent la même chose dans une même société, c'est la société qui, du coup, c'est les sujets qui écrivent quand même les lois,
histoires. Et c'est eux qui créent finalement aussi ce que la société met en place pour ces femmes-là. Et c'était quand même assez terrible. Je suis assez heureuse que ça a bougé, parce que c'est particulièrement injuste. Et il y a encore dans le monde des femmes qui souffrent de ça. Pareil, un autre reportage, une femme qui milite contre l'excision, qui va voir des jeunes en France et aussi en Afrique, et qui modèle des grandes lèvres, petites lèvres, le clitoris, et qui montre par la découpe ce que ça fait. J'ai vu ce film-là, et c'est juste de la pâte à modeler. Je sais que c'est une représentation, que du coup, et ça m'a tordu les tripes. C'est terrible. Comme s'il fallait recouper un truc là où, dans mon imaginaire, moi j'ai déjà été coupée en fait. Plus la douleur physique qui, elle a rien d'imaginaire. Elle est juste terrible. Et avec le petit truc encore cerise sur le gâteau, c'est on y remet un petit point pour le mari, parce qu'il faut que ça serre bien pour que le mec il prenne son plaisir. Donc il y a aussi ce côté, une expression dans la société du rapport entre les sexes qui n'est pas encore tout ajusté à mon sens. Et mon idée n'est pas de dire qu'il faut... Enfin, moi, je pense que c'est différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien d'avoir un zizi ou pas de zizi. C'est juste différent. Et c'est dans les droits, par contre, où là, moi, j'aspirais à ce que les droits de chaque être humain soient respectés. Voilà, j'ai dit. Voilà. Et tu as bien dit, tous ces délires autour de la différence sexuelle, et spécialement du sexe féminin, ce sont des tentatives de symbolisation de quelque chose qui est non pas sans représentation, mais parce que la représentation, c'est la castration, on va tenter de représenter cette castration en s'en rendant maître, c'est-à-dire en la pratiquant soi-même. C'est le cas pour l'excision, c'était le cas des moines qui torturaient les sorcières. De faire des découpes dans le corps des femmes, soi-disant pour les faire avouer, mais pour les faire avouer quoi? C'est-à-dire, ce qu'ils étaient en quête, c'était finalement d'une représentation. Encore une fois, non pas parce qu'ils n'en avaient pas, mais parce qu'ils en cherchaient une autre que celle de la castration, qui, elle, était insupportable. Et Refoulée. Du coup, ils projetaient la castration sur le corps des femmes, et du coup, ils brûlaient la femme en totalité, ce qui est une façon de jouer au Forda avec le corps des femmes. On la fait disparaître pour pouvoir en avoir une représentation. Ou alors, on fait la représentation de la Vierge Marie dont j'ai parlé hier. Si tu peux retrouver le petit symbole. Ouais, attends, je vais la reprendre comme ça. Voilà, oui, juste celui-là, voilà, qui est quasiment la représentation de la Vierge Marie, mais qui donne là aussi une représentation du sexe féminin, en tant que le corps tout entier. Comme quoi, je parlais dans mon rêve des clochards, si vous vous rappelez bien, que je pouvais être identifié au phallus, je suis le phallus, faute de l'avoir parce qu'on me l'a coupé, mais en même temps, je pourrais être identifié, là, comme dans cette figure-là, le corps en entier, lui aussi, est identifié à la vulve comme telle. Il n'y a pas que l'identification au phallus, il peut y avoir identification du corps au sexe féminin comme tel. Voilà. J'ai encore un rêve de trou. Vas-y. Dans les différentes formes que ça peut prendre. Alors c'est un rêve où je dois être dans un village vacances, quelque chose comme ça. Il fait chaud, ça doit être un climat assez tropical, humide. Et j'arrive dans une chambre où il y a des fenêtres ouvertes avec des espèces de persiennes un peu ajourées, comme ça, qu'on fait tomber. Et là, je vois un type qui passe, c'est un copain. Donc j'ai envie d'aller le rejoindre. Donc, je sors, je vais le rejoindre, on s'arrête au bord de la piscine. On papote, on boit des verres, et puis là, j'ai envie de faire pipi. Donc je m'enquière à aller chercher des toilettes.
Je finis par en trouver. Il se trouve que les toilettes, la porte des toilettes est complètement ajourée, comme les persiennes. Alors ajourée en horizontal, mais aussi ajourée en verticale. Je suis un peu embêtée parce que je me dis là, si je baisse ma culotte et que quelqu'un arrive, il va me voir. Mais j'ai trop envie de faire pipi, donc tant pis, je me dessape et je fais pipi. Et là, à ce moment-là, il y a un bus de touristes qui débarque et qui passe devant les toilettes comme ça. Et je me réveille. C'est pas super angoissant pour le coup, c'est comme ça, c'est une histoire de trou. Alors le côté humide me fait penser à quelque chose de l'ordre de la foufoune humide, d'une humidité liée à une excitation sexuelle. La chambre avec un peu les voiles qui font comme ça et puis les persiennes, ça me fait penser aussi à une vulve tout simplement, avec un voile, une robe ou un truc joli qui part pour pas trop qu'on voit mais qu'on voit un peu. Ça me fait penser à... Je trouve les femmes très jolies nues, mais je crois que je les trouve encore beaucoup plus jolies quand elles ont quelques voiles dessus. Par exemple... pas du tout assez long, mais qui laisse de la transparence un peu. C'est quelque chose donc je les trouve super jolies quand elles sont comme ça. Donc ça me fait penser tout simplement à une femme, cette fenêtre-là. Je pars à côté, donc premier trou, mes persiennes qui font des fentes. Je pars ensuite vers la piscine, un deuxième trou. Pas des moindres, qui est quand même super grand, puis il est rempli d'eau. Alors là, du coup, c'est un trou qui me fait penser au ventre de ma mère. Parce que dans le ventre de ma mère, quand j'y étais, c'était une eau à 37 degrés, la bouffe servie sur place, c'était quand même plutôt cool. Et l'apéro qui est pris, alors au bord ce coup-ci, parce que je suis sortie, je ne suis pas dedans dans ce rêve-là, je suis juste au bord de la piscine, comme j'ai été au bord de ma mère quand même quelques temps, puis comme j'y suis souvent dans mes rêves. C'est-à-dire son phallus, tout simplement, au bord de son corps. Et là, me vient l'envie de faire pipi. Donc je pars pour aller faire pipi. Et ce qui me vient quand je vous dis ça, c'est l'idée que, petite, j'ai dû m'imaginer que quand on m'a coupé le zizi, puisque je m'étais dit qu'on m'a coupé le zizi, c'est pour ça que je faisais pipi dans ma couche. Alors, c'est de la reconstitution après, parce que je suis pas sûre que quand j'avais des couches, j'ai eu tout ça comme ça. Enfin, ça s'est fait en plusieurs couches, du coup. Et je pense que j'ai associé ça, le fait de la castration, avec le fait que je fais pipi dans mes couches et que du coup, ma mère, à l'époque, voulant bien faire, parce que c'était important que j'allais fesses au sec, parce que j'étais son phallus, quoi. Donc, elle entretenait plutôt bien son phallus, tout simplement. Elle courait pour m'enlever ma couche, me mettre au sec, machin. Donc, mais moi, ça n'empêche pas que j'ai associé le fait qu'il y avait un truc quand même de grave pour qu'elle aille aussi vite. J'ai des rêves où j'associe même les pompiers à cette idée-là. Il y a un truc, il faut que les pompiers arrivent vite parce qu'il y a une fuite. Il faut réparer la chose. Ou les gendarmes, des fois. Donc, comme s'il y avait une urgence ou un truc que j'avais mal fait, qui signifiait qu'il fallait qu'elle aille réparer ma connerie. Et donc, ces toilettes, quand j'y vais, donc là, j'ai moi mouillé au début dans la chambre, au bord de ma mère, donc quelque part, relation sexuelle avec ma mère aussi, ou l'idée de rentrer toute entière dans son ventre, dans la piscine qui est pleine d'eau. Et assez rapidement, la sanction, la castration avec le truc qui coule, il faut que j'aille faire pipi, du coup. Et là, mon rêve me remet des surcouches de trous parce que c'est ajouré, en fait, la porte des toilettes. Et là, il y a une autre notion qui vient dans la notion de trou, c'est que par le trou, on peut me voir. Et qu'est-ce qui fait que j'aurais été castrée? C'est que quelqu'un a vu, dans mon imaginaire, toujours, que j'avais eu cette idée de coucher avec ma mère. Donc il y a cette idée, et c'est pas l'œil, c'est un trou aussi, finalement. Pour voir, mais c'est un des trous de l'enveloppe de mon corps. Donc c'est un trou à double sens là
à ce moment-là. Et je me retrouve aussi sur un trou des toilettes où le pipi s'en va. Et là, on retrouve... c'est comme un double méa urinaire finalement. Ça sort par là, mais ça ressort encore par le trou en dessous pour éliminer les choses dont j'ai plus besoin. C'était un rêve de trou qui introduit une chose, je trouve intéressante, c'est la question du regard. Parce que c'est bien parce que je ne veux pas voir que je refoule, parce que c'est trop insupportable. Ça me fait penser aussi à Oedipe dans l'histoire, quand il se rend compte de la boulette qu'il a fait, il se crève les yeux, je crois. Hein, il me semble. En parlant de boulette, c'est se taper sa mère, tuer son père, du coup. Mais il savait pas. Hein. Oups. Bah oui, boulette. Dans l'histoire, il réalise ces deux trucs quand même un peu costauds sans savoir que c'est eux, en fait. Donc, il y a cette idée-là, c'est que les trous dans les rêves, le trou de la castration, le trou autour de la représentation, moi, ça me ramène à l'image psychique de mon corps, parce que je suis une enveloppe avec des trous aussi. Et c'est par ces trous, mine de rien, que je vis, que je respire, que je mange, que je peux voir, que je peux faire pipi, que je peux faire caca, et que ça circule. Que je peux faire rentrer de l'eau dans ma bouche parce que j'ai soif, donc un liquide, et que je vais refaire pipi derrière, aussi encore du liquide. Et c'est venu se coller, je pense, avec la question de la libido, au sens où ça circule cette énergie, comme on en a parlé hier, que ce soit l'électricité, l'eau, tout ça. Mais c'est comme des structures parallèles, en fait, qui se mettent en place, je trouve. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu avais écrit sur le film La 9e porte. Oui, absolument. Ça te dit de nous en parler un petit peu? Oh non, parce que j'ai trop oublié. Oh mince. Je vais dire vite fait ce que je m'en rappelle du coup, mais comme quoi cette représentation du corps des trous, elle transparaît aussi dans des représentations de vie de veille qui sont les films. Je vous conseille vivement d'aller lire le texte qu'il avait écrit. Il y a même une vidéo, je crois, où tu avais dû en parler dans une vidéo. La 9e porte, c'est un film qui fait un peu flipper. Enfin, moi, quand je l'ai vu, il me fait un peu flipper quand même. C'était pas ouf. Et c'est au fur et à mesure, en fait, et moi je le vois comme ça, une représentation de ces trous du corps, de l'enveloppe. Et comment, du coup, il y a une nécessité vitale à ces trous et un risque de mort, mais de mort au sens de la castration complète, parce que finalement, moi, dans la représentation maintenant que je me fais de la mort, c'est ni plus ce qui m'angoisse, c'est pas tant le fait d'être morte que la castration de mon corps en entier. Voilà. Et ce film fait vraiment largement écho, je trouve, à cette représentation du trou et de comment il vient, ce trou, donner représentation de mon corps au niveau psychique. Oui, autant que je me rappelle, c'était un parcours donc des 9 portes du corps, sachant que la 9e, c'est celle qui peut être bouchée ou pas. Et que c'est pour ça que ça met cette porte-là en valeur. C'est pour ça que le film s'appelle La 9e porte. Mais sans jamais le dire. Hein. Et c'est un travail autour de la représentation aussi, parce que c'est une espèce de course-poursuite d'un détective qui cherche un grimoire du XVe siècle qui aurait été écrit par le diable lui-même. Et à chaque fois qu'il est sur le point de trouver le livre en question, le livre disparaît, c'est-à-dire que la personne qui l'avait le jette dans le feu ou le fait disparaître d'une manière ou d'une autre. C'est comme jeter les sorcières dans le feu. C'est-à-dire ce qui concerne
les trous du corps, c'est-à-dire le grand mystère du corps, eh ben, le problème, ce à quoi le détective court après, c'est une représentation de ce qui manque. Alors pour lui, il manque un livre de prix qui pourrait vendre des milliers de dollars, mais ce que dit le livre, c'est ça, c'est un parcours des portes du corps. Bon, c'est dans ce sens-là que c'était absolument génial comme bouquin, comme film. C'était peut-être un bouquin avant d'ailleurs. C'est possible, j'en sais rien. Je vais peut-être continuer sur une autre formulation des trous. Et après, quand tu auras fait ça, je crois que je serais curieuse de savoir si eux, ils ont des Très bonne idées idée. de comment ça se produit chez eux. Oui. Après, Oui. 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 Alors, je viens d'être embauché dans une MJC de la région parisienne. Et je me demande bien pourquoi. Parce que dans mon rêve, je me rappelle quand même que je suis psychologue et en plus à la retraite. Alors franchement, être embauché quelque part et en plus comme animateur de MJC, je ne comprends pas bien. Mais néanmoins, la première action que j'ai à faire, c'est inaugurer un pont qui sans doute a été construit par cette MJC. Un pont au-dessus d'un trou. Je ne sais pas si c'est une rivière, une autoroute, enfin bref, les pontes. Ah oui, les pontes de la MJC et de la municipalité sont là pour passer pour la première fois sur le pont. Je suis avec eux. En particulier, il y a la directrice de la MJC, dont je ne vois qu'une espèce de silhouette. C'est une grosse dame. Et donc, on passe sur le pont. Et s'il a l'air bien fini au début, sur la fin, les rambardes du pont, c'est juste des branches tordues, à peine rassemblées un peu ensemble avec des fils de fer. Bon, enfin, on n'a pas trop envie de s'appuyer sur la rambarde, quoi. Donc je me dis, le pont n'est pas fini. Bon, tant pis. Et arrivé au bout du pont, je vois un chemin qui continue tout droit dans la colline. Et c'est comme une légère excavation qui s'est avancée dans la colline, mais qui s'arrête. Donc on se dit, ah bon, on ne peut pas passer par là alors. Il y a un début de chemin, mais il n'y a plus de chemin. Alors on va passer dans l'autre sens, c'est-à-dire on se retourne complètement. Et de l'autre côté, par contre, au lieu d'être la campagne, c'est un paysage tout à fait urbain, c'est des façades de maisons, sur lesquels ont été apposés des chemins. Dans mon rêve, c'est des chemins. Pour vous le décrire, je pourrais employer le mot d'échafaudage. Des couloirs et des escaliers qui sont placés sur les façades des maisons. Alors, on va pouvoir emprunter ces chemins? Eh bien non, c'est interdit. Et pour marquer l'interdit, on a mis une brouette renversée en travers de l'accès à ces chemins. Ah bon, c'est interdit. Donc on ne peut pas prendre par là non plus. Puis je me retrouve dans la MJC à me demander qu'est-ce que je fous là, encore une fois, parce que franchement, je ne vois pas. Mais je me dis, bon, je vais peut-être y arriver quand même. Simplement, je sais, parce que j'ai travaillé en MJC quand j'étais jeune, que je vais devoir me coltiner des ados, et spécialement des ados plus ou moins délinquants et dealers de drogue, qui viennent traîner là parce que chez eux c'est le bordel, et puis dans la rue, ça va, l'hiver ça le fait pas trop, et que mon rôle c'est de m'en occuper, quoi. Donc ça va être un peu chiant. Mais bon, je me dis, je l'ai déjà fait, donc pourquoi je n'arriverai pas à le refaire? Et dans le rêve, je sais aussi que j'ai embauché 2 jeunes gens pour m'aider à ce travail, et que donc je travaille pour une association de quartier qui a des projets bien sympathiques, et j'en suis content d'en faire partie finalement. Alors je vous traduis tout de suite cette dernière partie, parce que en fait d'avoir embauché 2 jeunes gens bien sympathiques, je crois que c'est ces 2 jeunes gens bien sympathiques qui m'ont embauché pour venir ici.
Donc ça s'est inversé. Et il travaille effectivement pour une association de quartier qui a des projets bien sympathiques. Voilà. Donc en fait, c'est pas moi qui ai embauché, c'est eux qui m'ont embauché. C'est ce que le rêve traduit. Ça, c'est l'actuel, hein, pour ce qui est de... Et effectivement, quand j'avais 20 ans, j'ai travaillé dans les MJC de Besançon. J'ai toutes faites, hein. Montrapon, La Grette, Palante. J'ai fait tout ça. Et alors, interprétation un peu plus profonde, je me demande ce que je fous là, c'est-à-dire que j'ai une crainte plus ou moins formulée, mais très atténuée, de me faire virer. C'est-à-dire d'être exclu. C'est la fameuse exclusion du sujet dont on parlait, hein, que j'ai vécu toute ma vie, compte tenu du fait du nombre de fois où je me suis fait virer d'ici et là. Et c'est ce qui me vient à l'instant, c'est que rêver d'être embauché, c'est vraiment l'antidote à être viré. J'ai tellement été viré, j'ai tellement cherché du travail dans ma vie que c'est pain béni quand je suis embauché quelque part. C'est un rêve qui facilite les choses. Et alors ça les facilite à un niveau nettement plus archaïque aussi, parce que être embauché, c'est finalement le pont qui me permet de passer au-dessus du trou du être viré, être exclu. Sachant que finalement, au-dessus du trou, ce qui est viré, c'est le phallus. Mais qui revient sous la forme d'un pont, qui permet de passer au-dessus. Alors à la fois ça permet de passer, et en même temps, le pont n'est pas fini. Hein, c'est le trou dans la rondelle. La rondelle a beau pouvoir boucher le trou, non, parce qu'elle a quand même un trou. C'est ces rambardes que j'ai décrites comme des branches mal dégrossies et à peine ficelées entre elles. C'est-à-dire que si on s'appuie dessus, ça peut casser. Voilà. C'est l'angoisse de castration. Mais très atténuée dans mon rêve. Je pense qu'elle est très atténuée parce que depuis le temps que je fais des rêves et que j'analyse, c'est pas parce qu'on a trouvé la castration une fois que, oupi, ça y est, j'en suis débarrassé de l'angoisse de castration. Non. Mais avec des années et des années, ça s'atténue. Ça devient quelque chose comme dans mon rêve. Bon, on peut passer quand même sur le pont. Il faut juste penser à pas trop s'appuyer sur la rambarde. Donc, comme ça va. Et arrivé au bout de ce pont, je vous ai dit qu'il y avait un chemin qu'il y avait un début de chemin qui était creusé dans la montagne, donc comme un trou qui avance, hein, mais qui s'arrête. Et là, ça correspond à mon image du désert dans le rêve précédent, à savoir que voilà, ça creuse dans le réel, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire on ne peut pas aller par là, il n'y a pas de représentation. Pour qu'il y ait de la représentation, il faut qu'il y ait du trou, il faut qu'il y ait comme le chemin, quelque chose qui avance et qui découpe et qui revienne sur soi. Là, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de représentation. En effet, je vois très vaguement des montagnes, mais c'est aussi bien le pays du réel que le Sahel de mon rêve précédent. C'est important que je puisse vous détailler comme ça des façons différentes dont les choses se représentent. C'est lorsqu'on en a détaillé un certain nombre, toutes différentes, et surtout lorsque chaque sujet a pu faire son propre catalogue, qu'on peut en dégager quelque chose comme une théorie, qui est par exemple ici le pays du réel. Et de l'autre côté, pareil, de l'autre côté, si vous voulez, d'un côté, c'est impossible d'avancer, il n'y a pas de chemin, voire il n'y a pas de paysage. De l'autre, il y a des chemins qui ont été mis sur les façades des maisons, c'est-à-dire c'est un ajout sur la façade. C'est ça le phallus. On a rajouté quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui est normalement appendu au corps, c'est vraiment quelque chose qui a été rajouté et qui donc peut être enlevé dès que possible, quoi. Comme un échafaudage, ça s'enlève quand on a fini de faire les travaux. Mais là, d'un côté c'est impossible et là c'est interdit. C'est là qu'on peut faire la différence aussi entre il n'y a pas de représentation et il y a des représentations mais elles sont interdites. Et en particulier, ce qui manifeste l'interdit là,
c'est une brouette renversée en travers du chemin. Et alors quand j'ai écrit brouette renversée, je me suis tout de suite vu en fait en train de pousser une brouette devant moi. Et pousser une brouette devant moi, c'est comme pousser un phallus devant moi, quoi. Mais là, le phallus a été coupé, la brouette est toute seule, elle est renversée, et du coup, ça signifie que c'est la menace de castration qui empêche d'accéder à ces chemins. Donc ces chemins, on peut en déduire très facilement que la maison en question, ça doit être maman, qui est interdite, et on ne peut plus y aller avec sa brouette. Voilà. J'ajoute comme ça une petite note historique. Au XIVe siècle, en Belgique, dans le quartier de Molenbeek, à Bruxelles, ce quartier qui est célèbre maintenant pour abriter pas mal de terroristes, on avait la coutume de faire passer les fous sur un pont parce que c'était censé les guérir. C'est intéressant. Chaque fois que je vois des trucs dans l'histoire comme ça ou dans les films qui me rappellent la structure de mes rêves, je me dis que je ne suis pas le seul. Et qu'il y a donc une... On peut faire l'hypothèse qu'il y a là une structure universelle quand même dessous. Si les fous peuvent passer sur le pont, ça veut dire qu'ils peuvent construire le phallus qui peut les protéger de la terreur de la castration. C'est ça l'idée. Voilà. Je te rejoins là-dessus, sur la question de la représentation du trou, du pont. Et il y a plein d'autres choses que moi je retrouve aussi comme structure dans les histoires, dans le monde, dans les films, sur les cavernes humides, sur franchir une chute d'eau pour pouvoir rentrer dans la caverne. Moi, ça me fait beaucoup penser à mes propres rêves quand j'essaie de re-rentrer dans le ventre de ma mère, tout simplement. Est-ce que vous avez des représentations comme ça du trou dans vos rêves? Est-ce que vous voulez nous en faire part? Rien qui vient, bon après ça. Un peu dépourvu. Ok, bon bah alors je vais continuer. Attends, laisse-les réfléchir 2 secondes. Réfléchis.